Parler de génocide quand il s'agit de guerre, c'est s'interdire de comprendre les événements. Titre donc de cette tribune publiée dans le journal Le Monde il y a quelques jours par Yann Jurovix, juriste, et Yanis Roder, professeur d'histoire-géographie en Seine-Saint-Denis, agrégé d'histoire, spécialiste de l'histoire de la Shoah et directeur de l'Observatoire de l'éducation de la Fondation Jean Jaurès. Et justement, Yanis Roder est notre invité ce matin en direct sur Radio J. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, Yanis, d'avoir accepté notre invitation. Important de vous entendre puisque c'est vrai, on entend depuis maintenant plusieurs mois cette accusation contre Israël de crime de génocide. Alors vous récusez justement cet usage dans le conflit spécifiquement israélo-palestinien qui risque selon vous de banaliser les actes qui sont désignés par ce mot. Et vous faites justement référence d'abord au génocide des Tutsis au Rwanda en 1994 en expliquant que le génocide des Tutsis, comme pour la Shoah ou pour le génocide des Arméniens, répond à une définition bien précise. Alors, laquelle ? Est-ce qu'on peut faire le point ? Oui, on peut bien sûr faire le point. Cette définition juridique, elle est fixée par la Convention internationale sur le génocide du 9 décembre 1948. Et ce qui caractérise le génocide, c'est l'intention du groupe génocidaire de perpétrer le génocide. L'intention, comment on la vérifie ? On ne la vérifie pas par les déclarations. C'est pas parce que vous dites 25 fois je vais exterminer telle population ou telle population, mais s'il ne se passe rien, il n'y a pas génocide, donc les déclarations ne peuvent pas suffire. Les destructions matérielles, puisque notre tribune, à Yann Jurovitz et à moi-même, répond aussi à un universitaire israélien qui avait été interviewé dans Le Monde et qui avait dit qu'il y a génocide à Gaza parce que Gaza est détruite. Non, les destructions matérielles ne sont pas la marque d'un génocide. En revanche, ce qui est la marque d'un génocide et ce qui marque l'intention, c'est l'assassinat, à chaque fois que c'est possible de le faire, de la population qu'on appelle le groupe cible. Voilà, c'est ce que l'on trouve au Rwanda, sur les collines du Rwanda en 1994, ce que l'on trouve bien sûr durant la Shoah, ce que l'on trouve au moment du génocide des Arméniens. Aujourd'hui, me semble-t-il, au regard des informations qui sont les nôtres, mais aussi au regard des images qui circulent et qui viennent des réseaux sociaux, notamment palestiniens, il ne semble pas que Tsahal, l'armée d'Israël, saisisse chaque opportunité qu'elle a d'assassiner les Palestiniens. Ce n'est pas ce que nous voyons. Alors on va justement revenir spécifiquement sur le cas d'Israël. Il y a quelque chose de très important que vous écrivez, c'est que le crime de génocide ne se définit jamais aussi par le nombre de victimes qu'il atteint, mais par le nombre des victimes désignées. Et pour la Shoah notamment, vous donnez un exemple très concret, c'est pas parce que 6 millions de juifs ont été assassinés que c'est un génocide, mais parce que 11 millions de juifs étaient en fait la cible. Oui, alors le chiffre de 11 millions, le nombre de 11 millions, il vient de la conférence, du protocole de la conférence de Wannsee de janvier 1942, qui avait été présidé par Reinhard Heydrich, le chef du RSHA, le service de renseignement du Reich, et de la SS. Effectivement, dans le génocide des Juifs, ou comme dans le génocide des Tutsis par exemple, c'est la totalité du groupe qui est visée. Peu importe en réalité peu importe, entendons-nous, je veux dire en termes scientifiques, que ce soit une partie seulement de ce groupe qui ait été assassiné et non pas la totalité, à partir du moment où l'intention est d'assassiner la totalité du groupe, il y a génocide. Alors vous parliez d'Israël et c'est vrai en l'espèce à Gaza la guerre qui oppose Israël aux Palestiniens en fait c'est une guerre contre le Hamas, contre des forces armées terroristes, alors que dans le cas du génocide des Arméniens, de la Shoah, du génocide des Tutsis, c'était uniquement des civils qui étaient désarmés. Là vous dites ce n'est pas le cas avec le conflit israélo-palestinien. C'est-à-dire que c'est plus compliqué. C'est-à-dire qu'effectivement, au moment de la Shoah ou du génocide des Tutsis, ce sont des populations civiles qui sont visées et qui sont en dehors du conflit. Elles ne sont pas partie prenante du conflit dans le sens où elles ne sont pas partie prenante d'un État qui affronte un autre État ou d'un groupe qui affronte un autre groupe. Là, en l'occurrence, les Palestiniens et le Hamas le fait, on va dire, je vais le dire de manière un peu maladroite, mais le fait extrêmement bien, se bat au milieu de sa population, la population de Gaza. Donc les Palestiniens sont partie prenante du conflit. Évidemment, les civils ne le sont pas directement, mais ils font partie de la population qui est dirigée
par ce groupe qu'on appelle le Hamas, ce groupe terroriste, gouvernement du Hamas de Gaza, qui est leur gouvernement. Ce n'était pas le cas dans les territoires de l'Est européen pour les Juifs, ce n'était pas le cas dans les collines du Rwanda. Donc on a là quand même une spécificité, si vous voulez, qui fait que en réalité la population palestinienne est partie prenante du conflit, dans le sens où la population de Gaza a voté, en 2006, depuis les pauvres n'ont pas pu voter, mais a voté pour le Hamas, qui est leur représentant, qui est le gouvernement de la bande de Gaza, légitime ou pas, ce n'est pas ma question. Et donc, ce n'est pas la même situation, c'est tout ce que je veux dire, ce n'est pas la même situation que pour les populations juives d'Europe ou les populations Tutsi du Rwanda qui étaient sans gouvernement, qui étaient complètement à l'abandon. Alors aujourd'hui, c'est important de préciser, Yanis, vous ne niez pas ce qui se passe dans la bande de Gaza, la destruction aussi, c'est vrai, massive des bâtiments, notamment parce que des terroristes s'y cachent des armes. Et vous dites, la destruction de Gaza dans la violence du conflit armé devra être examinée par un juge pour déterminer justement le but poursuivi par chaque décision militaire, mais en fait, ça n'a rien à voir avec les qualifications de génocide. Non, en fait, je crois qu'il y a une grande confusion dans les esprits. On pense que tout est génocide en réalité. Or, il y a d'autres qualifications en droit international qui permettront éventuellement d'abord de faire la lumière sur ce qui se passe, ce qui s'est passé ou ce qui se passera à Gaza, et éventuellement, au regard du droit international, je ne porte pas de jugement, je dis simplement ce que dit le droit international, éventuellement de condamner ceux qui devront être condamnés s'il y a des manquements au droit international, s'il y a des crimes de guerre qui ont été commis, et même des crimes contre l'humanité, la justice internationale passera, encore une fois, moi je ne porte pas de jugement, je dis simplement que le droit international est outillé pour condamner ceux qui se conduisent comme des criminels, quels qu'ils soient, et des deux côtés, et donc le droit international fera son office. Mais ce n'est pas parce que on ne dit pas qu'il y a génocide parce qu'il n'y a pas génocide, qu'il ne se passe pas des choses graves à Gaza. Tout à fait. Alors aujourd'hui, malheureusement, on assiste quand même à une instrumentalisation de ce mot génocide qui est utilisé à des fins idéologiques. Et on le voit ici en France, qui est manié par certains responsables politiques, les députés LFI notamment. Ça aussi, ça a un réel impact. Bien sûr. En réalité, l'accusation de génocide ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait des années et des années qu'on entend qu'Israël commet un génocide, avec l'absurdité de la chose. Je veux dire, 400 000 Palestiniens dans la bande de Gaza au début des années 60, 2 400 000 aujourd'hui. Ça ne ressemble absolument en rien, et c'est même ridicule de parler de génocide. En revanche, l'aide humanitaire également, qui est livrée quotidiennement. Encore là, 7 tonnes d'aide humanitaire livrée à Gaza, ce qui ne s'est pas passé pendant la Shoah. Sous les yeux du monde entier, et avec le soutien de toutes les opinions publiques occidentales. Donc ça n'a absolument rien à voir avec ce qui se passait il y a 80 ans. Mais l'utilisation du terme génocide, vous savez, je crois qu'elle a deux fonctions. La première, c'est d'abord de nous déculpabiliser. Je dis un nous générique, nous occidentaux, du monde occidental, qui n'a pas pu et a été à l'origine de la Shoah. Et donc de dire que les victimes d'hier sont les bourreaux d'aujourd'hui, finalement, ça peut nous soulager en disant finalement, nous ne sommes pas si coupables que ça si eux-mêmes se rendent coupables ou se rendraient coupables d'un génocide. La deuxième chose, c'est que à force de répéter génocide, on nazifie l'État d'Israël et on fait des bourreaux, des victimes d'hier, les bourreaux d'aujourd'hui, les nazis d'aujourd'hui. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'on fait avec un État nazi? Qu'est-ce qu'on fait avec une population qui se choisit je pense notamment à ce qu'avait dit Guillaume Meurice sur France Inter, en parlant du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, qu'on l'aime ou pas, c'est pas la question, mais qualifier le Premier ministre israélien de nazi, c'est dire que toute la population israélienne la population israélienne qui s'est choisi ce Premier ministre, finalement vote pour un nazi. Donc c'est nazifier toute la population israélienne. C'est essentialiser les Israéliens et
et au-delà les juifs comme étant aujourd'hui les nouveaux nazis. Et donc, c'est permettre de passer à l'acte contre eux, c'est légitimer les passages à l'acte, parce que qu'est-ce qu'on fait contre les nazis? Eh bien, on se défend et on les élimine. Stigmatiser Israël comme menant une politique génocidaire vise à faire de cet État le paria de la communauté internationale. C'est également ce que vous écrivez. Et puis, bien sûr, en tant que professeur, Yanis, vous vous inquiétez pour la suite. La confusion qui découle de ce mélange des genres risque de rendre impossible la transmission à notre jeunesse de la spécificité de ce crime de génocide, justement. Vous savez, je discutais il y a peu de temps, j'étais au Rwanda et je discutais avec un historien rwandais qui s'appelle Marcel Kabanda, spécialiste de l'idéologie hamitique, et qui me disait très justement, et je vais me permettre de reprendre ses mots, il me disait, mais si tout vaut tout, il n'y a plus rien qui vaille. Ça veut dire que les mots ont un sens et je crois qu'il faut leur donner, il faut respecter la valeur qu'ils ont. Si tout devient génocide, comment expliquer la spécificité de chaque événement? Comment expliquer l'intelligence et faire ressortir l'intelligence de chaque événement? On ne peut plus. Si tout vaut tout, il n'y a plus rien qui a de valeur en réalité. Voilà, et tout se vaut. Et donc, finalement, tout devient Auschwitz. Or, si tout devient Auschwitz, Auschwitz n'est plus entendable, Auschwitz n'est plus explicable. Vous voyez? Donc, le danger est là. On veut faire de ce qui se passe à Gaza. Et en fait, c'est ça qui me frappe. Vous parlez avec des gens on a l'impression finalement, ils n'attendent qu'une chose. C'est presque qu'ils en rêvent qu'il y ait un génocide à Gaza. Et effectivement, on se dit là, si tout devient génocide, alors le génocide devient absolument incompréhensible et jamais nous ne pourrons mettre en place ni de politique éducative pour reconnaître un génocide ou une politique génocidaire ou un processus qui mène à une politique génocidaire quand elle se met en place, ni nous ne pourrons éduquer politiquement les générations futures. Eh bien, merci beaucoup Yanis Roder pour ces éclairages ce matin sur Radio J. Merci d'avoir été avec nous. On peut retrouver votre tribune dans le journal Le Monde. Je vous dis à très bientôt sur Radio J. Merci.